Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Maurice Kibangou, économiste, et de nos éditorialistes Daouda Tal et Alfred Chango. Et tout de suite dans l'actualité économique, le sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est achevé ce mercredi dans la capitale gabonaise. Plusieurs décisions d'importance ont été prises à cette occasion, dont l'abandon du projet RCMAC et la suppression du visa dans la sous-région. Écoutez l'analyse de Maïs Mouissi, consultant bancaire. La décision des chefs d'État de faire appliquer de façon immédiate la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC est une mesure à saluer. Bien que tardive, c'est une mesure à saluer dans le sens où elle va permettre de faciliter dans l'espace CEMAC l'intégration des peuples, qui est nécessaire également à l'intégration économique. Par ailleurs, c'est une mesure, on l'a dit, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, mais on l'espère lorsqu'on l'analyse, il y a beaucoup plus d'avantages à appliquer la libre circulation qu'à ne pas l'appliquer. C'est dans l'ordre du temps. Par ailleurs, si on s'inscrit dans un cadre encore plus macro, on se rendra compte que le mouvement au niveau de l'Afrique est de faire en sorte que à l'horizon 2050-2100, on a une libre circulation sur tout l'espace du continent africain. C'est une très bonne mesure. Il faut voir dans quelles circonstances cette libre circulation va être effective dès maintenant. Et il faut marquer le prochain pas pour la prochaine étape, c'est la libre circulation au niveau de l'espace CEAC. Alfred, que pensez-vous de cette mesure de suppression du visa au sein de la sous-région ? Mais écoute Fanny, ça a trop traîné, ça a trop été retardé du fait, des querelles, le conflit de leadership et puis surtout de la méfiance entre les chefs d'État. On sait que le dernier obstacle a été posé par la Guinée équatoriale, se disant effectivement risque d'être envahi par les autres ressortissants de l'Afrique centrale. Et donc ça n'a fait que trop tarder, mais là, en l'occurrence, c'est très bien, mais il faut que ça devienne effectif. Et c'est ça le vrai problème. Hein. Une chose est prendre une décision, une autre est de la rendre effective sur le terrain. On va voir, comme ça, on va voyager à Malabo, on va voyager au Gabon, au Cameroun et un peu partout. On va voir si on va exiger encore, on va pas nous faire encore mettre des barrières à cause de ça. Je pense que c'est une des bonnes décisions qui ont été prises lors de ces derniers sommets. Daouda, cette suppression du visa, ça va renforcer, ça va participer à l'intégration économique ? Oui, incontestablement, étant donné que l'immigration peut aussi être un atout sur le plan économique. Hein. Maintenant, ça appartient aux États, il ne faut pas avoir peur, ça appartient aux États de définir des politiques d'accueil et des secteurs productifs, etc. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que de toute façon, la libre circulation des personnes et des biens, c'est toujours une bonne chose, d'autant plus que si on va aller vers l'Union africaine, pour moi, l'Union africaine ne peut se faire ce grand rêve qu'ont eu nos prédécesseurs, nous et sans doute nos enfants plus tard, ne peut se faire que s'il y a une fluidité à l'échelle régionale, justement. Et je pense que ce type d'initiative participe à cette fluidité à l'échelle régionale. Maurice Kibangou, que pensez-vous de cette mesure de suppression des visas ? Écoutez, ça c'est une bonne mesure, parce que de toute façon, c'est très important que dans une zone comme la CEMAC, que les gens circulent, qu'il y ait les possibilités d'aller d'un pays vers un autre. Mais ces mesures doivent être accompagnées aussi des infrastructures, parce qu'il y a un problème qui se pose quand on part par exemple du Congo-Brazzaville pour aller vers le Gabon, ou aller vers le Cameroun ou vers la Centrafrique, c'est pas évident. Donc je crois que ces genres de mesures doivent être accompagnées par la mise en place des infrastructures. Voilà. Alfred, alors l'autre décision d'importance de cette conférence, c'est l'abandon du projet RCMAC. C'est dommageable pour la sous-région ? Non, pas du tout. Hein. Je pense que, on le voit aujourd'hui, les difficultés de Kenya Airways, par exemple. Nous avons toujours pensé qu'il faut avoir une masse critique au fond des passagers, des voyageurs pour rentabiliser une compagnie aérienne. Et ça nécessite beaucoup d'investissements au niveau des aéronefs déjà, formation des pilotes et puis de la mise aux normes des aéroports, etc. Ça demande beaucoup d'argent et que donc c'était vraiment illusoire de croire qu'on allait créer une telle compagnie. Ça aurait nécessité de la part de tous les États déjà de mettre dans le pot commun
des moyens suffisants pour donner une visibilité à cette viabilité, j'allais dire, à cette compagnie-là. Or, on s'est aperçu que d'abord, il y a de l'inégalité de développement entre les différents États de la CEMAC et que donc ça ne pouvait pas marcher. Maintenant, il faut effectivement une compagnie régionale, c'eût été une bonne chose si effectivement chaque État disposait des équipements qui permettaient la mise en service d'une telle compagnie. Merci. Dans l'actualité également au Nigeria, les plus grandes villes subissent une grave pénurie d'essence, répercussion des retards de paiement des subventions consenties précédemment aux importateurs de pétrole, de la chute du Naira et des difficultés d'accès au crédit. La ministre des Finances doit aujourd'hui prendre des mesures urgentes. Un reportage de notre correspondante à Folake Winloye, commentaire Birama Saonera. Le litige entre le gouvernement nigérian et la société de commercialisation du pétrole en passe d'être réglé. Les deux parties ne s'entendaient pas sur le montant de la dette du gouvernement. La rencontre du lundi 4 mai a permis de déterminer les modalités de règlement du solde, puisque le gouvernement a déjà versé 154,2 milliards de naira. Le ministre insiste sur la continuité de l'administration, tout en précisant que le gouvernement actuel ne voudrait pas laisser d'énormes dettes pour le gouvernement entrant. Depuis décembre dernier, nous avons payé 500 milliards de naira et nous venons encore de payer 154 milliards de naira. Les commerçants ont dit qu'ils vont faire en sorte que les files d'attente cessent. Tant qu'ils fournissent le carburant au Nigeria, il y aura toujours quelque chose à payer. Les deux parties ont donc harmonisé leurs points de vue et les commerçants confirment qu'un accord est trouvé. Par conséquent, la pénurie dans les stations-service devrait cesser. Le chargement est en cours. Vous pouvez constater que ça va de mieux en mieux à Lagos. Les produits viennent principalement de Lagos et à cause de la distance entre Lagos et Abuja, il faudra un certain temps avant qu'ils ne viennent. Dans quelques jours, nous allons voir l'amélioration. Certaines allégations tendent à faire croire que les véritables causes de la pénurie des carburants sont liées au pillage des caisses de la société des gaz domestiques ainsi que l'échec de l'administration du président Goodluck Jonathan à payer la subvention. Ce que le gouvernement dément en affirmant que le paiement de subventions est prévu dans le budget 2015. Daouda, le gouvernement a-t-il raison de baisser progressivement les subventions pétrolières ? C'est une question très délicate, Fanny, parce que bon, dans un pays qui produit autant de pétrole, qu'il y ait des pénuries comme ça et que le coût soit cher pour les consommateurs, ça reste quand même problématique. Donc, je pense que il faut une politique de subvention quand même, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer ce luxe. Et aujourd'hui, il y en a qui trouvent l'électricité grâce au pétrole dans certaines zones, etc. Donc, je pense que c'est quand même une chose nécessaire aujourd'hui, même s'il faut surveiller les indicateurs macroéconomiques, parce que, bien entendu, c'est un pays qui emprunte aussi pour faire face à ses dépenses budgétaires, etc. Et on sait très bien que quand le déficit budgétaire se creuse, il y a moins de ressources qui viennent de l'extérieur. Mais ça ne doit pas être une raison pour empêcher, en tout cas, pour ne pas faciliter l'accès au pétrole à la population. Maurice Kibangou, le Nigeria ne peut pas aller à une suppression totale des subventions pétrolières aujourd'hui ? Moi, tout s'explique par l'adage du chausseur qui est le mal chaussé. Hein, voilà, donc c'est quand même dommage pour un pays comme le Nigeria qu'on se retrouve avec une pénurie. Mais ça s'explique. Hein, donc bon, on peut supprimer aussi les subventions simplement pour rentabiliser les économies. On peut chercher une économie efficiente en évitant les subventions. D'ailleurs, dans des mesures, dans les années 70, à un moment donné, quand le FMI est arrivé dans un pays, les premières mesures, c'était de supprimer les subventions pour qu'il y ait une espèce d'autonomie aux entreprises. Donc, parce qu'on a toujours pensé... Et c'est possible cette suppression-là au Nigeria ? Non, celle-là, il faut, comme disait le collègue tout à l'heure, il faut peut-être la politique volontariste du gouvernement. C'est au gouvernement de voir s'il est possible de le faire. Est-ce que le gouvernement a suffisamment de marge de manœuvre pour le faire ? Voilà. Sinon, en règle générale, on peut supprimer une subvention simplement pour demander à une économie d'être efficiente. Donc, normalement, c'est acceptable dans certaines économies, notamment chez les libéraux.
Alfred, le gouvernement sortant au Nigeria a souvent été accusé par l'opposition de mener une politique de gaspillage des revenus pétroliers. Qu'en pensez-vous ? Fanny, avant de répondre à votre question, je dirais d'abord que sur la question des subventions, en réalité, on peut en sortir, on peut désubventionner. Simplement, on a tellement habitué les gens à des subventions, ce qui fait qu'ils ne ressentent pas les effets justement de ce que ça coûte, parce que c'est l'État. Or, ici, nous le voyons, hein, la fluctuation des taux, du cours du pétrole, etc. Il y a la TIPP, hein, c'est cette taxe qui permet de réguler ou pas les tarifs du pétrole. Je referme la parenthèse. Le gouvernement de Goodluck Jonathan, effectivement, a pêché quand même, malgré la présence de Ngozi Iweala Okonjo, hein, comme ministre de Finances. On l'a appelée la dame de fer de l'économie nigériane. Malgré cela, effectivement, les ressources du pétrole n'ont pas été bien utilisées par le Nigeria. On sait la disparition de 20 milliards de dollars qui ont coûté le départ de l'ancien gouverneur de la Banque du Nigeria qui dénonçait la dilapidation de cette somme énorme-là. Et tout de suite, notre chiffre du jour. La Banque ouest-africaine de développement a signé une convention avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique qui met à disposition de l'institution un crédit de 20 millions de dollars, soit environ 12 milliards de francs CFA. Ces ressources permettront à la BOAD de financer des opérations d'importation de biens des États membres de l'UEMOA en provenance des pays arabes. Ce concours contribuera également au renforcement des interventions de la BOAD dans le financement à court terme et permettra d'améliorer la compétitivité des entreprises. Daouda, on parle souvent de la coopération sud-sud. Est-ce que cette coopération entre les pays africains et les pays arabes fait partie de ce type de coopération qui est avantageuse pour le continent ? Oui, ça fait partie de ce type de coopération sud-sud et c'est une bonne chose également. Maintenant, c'est aux États africains, notamment la Banque ouest-africaine de développement, de s'assurer en tout cas que ces financements qui lui sont accordés par la Banque arabe pour le développement en Afrique, de s'assurer que cet argent va vers des secteurs productifs. Parce qu'il me semble que ce financement-là est en particulier dédié aux importations des produits qui proviennent des pays arabes. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de valeur ajoutée pour les États. Il n'y a pas de valeur ajoutée à ce niveau-là, sauf sur la chaîne commerciale. Maintenant, je pense qu'il faudrait plus solliciter des emprunts pour renforcer le tissu des petites et moyennes entreprises, soutenir la productivité locale, etc. À mon avis, ce type de coopération sud-sud est la meilleure pour les États africains. Maurice Kibangou, que pensez-vous de ce crédit accordé à la BOAD ? En fait, de façon globale, la coopération sud-sud, c'est quelque chose à encourager. Mais moi, je suis un peu sceptique dans certaines conditions parce que nous avons eu dernièrement le président du Congo en train de distribuer de l'argent par-ci par-là à ses homologues d'Afrique, mais sans effectivement respecter la rigueur qui peut encadrer ces genres d'opérations. Donc moi, je dis, c'est bien, il faut encourager, mais il faut faire attention. Parce qu'il y a quand même, dans ce genre de transfert ou des genres d'opérations, il y a quand même un certain nombre de règles qu'il faut rigoureusement respecter. Alfred, vous émettez des craintes, enfin des doutes aussi sur les profits que peuvent avoir les États africains dans ce type de coopération ? Alors, là, pour le coup, comme c'est de banque à banque, on ne peut pas avoir de crainte puisqu'il y a des conditions qui sont mises en place entre la Banque arabe de développement en Afrique et la Banque ouest-africaine de développement, où il y a des conventions qui sont signées qui font que il y a des fonds qui sont décaissés, par exemple, pour le soutien à la formation du personnel, au numérique, ou alors à des projets directs de développement économique. Là, c'est des banques à banque, et puis il y a des financements aux États que la Banque arabe fait. Donc, ce sont deux choses qu'il faut distinguer. Mais il y a des critères, effectivement. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré au Gabon. Maurice Kibangou, merci d'avoir été là. Merci, merci. Daouda, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Alfred, merci. Merci Fanny, ça a été une joie immense de vous retrouver sur ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil.
Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom. Merci.